C'est lancé. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Je vais vous présenter le fruit de mon travail. Je me suis aperçu que je pourrais tenir pendant 3 heures, tellement il y a à dire. Finalement, ça sera des petites touches, parce que si vous voulez vraiment connaître l'histoire de la photographie, il y a des présentations qui sont infiniment bien faites un peu partout, et ça vaut le coup d'aller les voir. Donc, dans ces présentations, vous aurez beaucoup de liens qui seront donc dans le papier du PDF futur, que je mettrai demain ou après-demain sur le site. Et puis, à ce moment-là, s'il y a un point particulier qui vous intéresse, vous pourrez les creuser un petit peu. Mais franchement, ça vaut le coup. Bien, alors, je vais donc prendre le partage d'écran. Hop, partager. Là, pourquoi il me dit ça? Est-ce que vous voyez tous ce que j'ai actuellement, la planification sans peine sur mon écran? Oui. Ok. Là, je vais l'enlever et on va commencer avec ça. Regardez, c'est pas mis. C'est beau. Oh. Par contre, ça, il faudrait l'enlever au maximum. Alors, vous voyez, j'ai mis un gros curseur, mais je ne sais pas si je peux enlever ça. Ah, ben voilà. Je vais me priver de votre... Donc, j'ai appelé ça certains appareils photo, parce qu'on va en voir que certains, pas tous, hier, aujourd'hui et demain. L'appareil photo le plus ancestral que l'on a, eh bien, c'est le regard, avec notre carte mémoire, notre cerveau. Il y a des gens, c'est leur métier. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a des gens dont s'appellent les physionomistes. Ils sont à l'entrée des casinos et bien qu'on demande la carte d'identité, enfin une preuve de qui vous êtes, il y en a qui se déguisent pour pouvoir jouer quand même. Donc, ils sont là pour les reconnaître. Alors, le plus vieil appareil photo, il est connu depuis la nuit des temps, puisque c'est la caméra obscura dont on parle à l'époque d'Aristote. Alors, j'ai essayé de contacter Aristote, je n'ai pas réussi. Vous voyez que si ça vous intéresse d'avoir vraiment en savoir plus sur la caméra obscura, vous pourrez cliquer sur ce lien et vous aurez de quoi vous abreuver. Donc, en 1540, Jérôme Cardan a l'idée de mettre une lentille convergente parce que l'image est meilleure. Alors, d'abord, c'est quoi la caméra obscura? C'est une grosse boîte, enfin une boîte. Elle peut être grosse puisqu'on peut mettre quelqu'un dedans, comme ce que vous pouvez voir actuellement, et ça sert à pouvoir reproduire à l'identique un paysage derrière, un paysage ou quelqu'un. Mais il faut savoir qu'entre le XIIe et le XVIe siècle, eh bien, l'Église, avec son obscurantisme, avait banni la caméra obscura parce que l'Inquisition disait que c'était un objet du diable. Mon Dieu. Alors, le plus vieil appareil photo, donc, c'est la caméra obscura. Mais, donc, c'est une boîte. Avec ce principe, si vous vous adaptez, un petit trou de 0,1 à 1 mm dans un bouchon de votre appareil photo, vous pourrez faire ce qu'on appelle un sténopé. J'ai essayé personnellement, ça marche. Alors, avec un appareil photo numérique, j'entends, on est bien d'accord. Alors, je vais vous faire voir ce qui est certainement le plus long sténopé connu actuellement. Ça a été fait dans une boîte genre Coca-Cola. Donc une boîte cylindrique percée d'un tout petit trou avec une pellicule qui avait été plaquée sur le fond et obsturée sur le côté. Elle a été oubliée par la personne qui avait fait cet essai. Et vous avez là 2950
3 traits qui représentent la course du soleil. Donc ça a duré pendant 8 ans et 30 jours. Ça fait long quand même. Hein. Alors pourquoi j'ai mis un astérisque à un petit trou? Parce qu'on n'est pas obligé de faire simplement un petit trou. On peut faire une, comment ça s'appelle? Une zone plate. Alors une zone plate, en fait, c'est un tout petit trou, mais avec des auréoles, comme des lentilles de Fresnel. Alors si ça vous intéresse de savoir ce que c'est, je vous ai mis le lien au-dessus et vous pourrez aller voir. Mais sachez que le petit trou en question, si vous le faites avec, comme moi j'avais brûlé une épingle pour percer le bouchon, ça ne va pas. En fait, il faut que le petit trou en question soit le plus mince possible et le plus circulaire possible. Et là, vous pouvez avoir des photos de qualité intéressante. Regardez ça, c'est pas mal quand même. On ne peut pas dire que c'est une mauvaise photo. Ben, c'est un sténopé. Alors, le tout début. Ben, le tout début, on va dire que ça commence avec Nicéphore Niepce en 1826, qui nous a donné la première photo connue qui est prise de la fenêtre de son labo. Alors, il faut savoir qu'il y a eu des photos qui ont existé avant ça, en 1816, mais elles n'étaient pas fixées. C'est-à-dire que l'évolution due à la lumière continuait de s'opérer et à la fin, c'était tout noir. Ce que je vous invite à aller voir, parce que franchement, j'ai regardé la présentation, c'est le musée Nicéphore Niepce à Chalon-sur-Saône. Donc là, d'où est née cette première photo, maintenant, c'est un musée. Alors, lui est payant. Par contre, le musée de la photographie de Chalon-sur-Saône, lui, semble gratuit. Et puis alors, ce que j'ai rajouté en dernière minute cet après-midi, c'est le musée de la photographie de Bièvre. Franchement, alors là, c'est intéressant parce que quand vous voyez un appareil photo, il vous le montre sous toutes ses coutures. C'est-à-dire qu'ils vous le prennent de face, de dos, de côté, de dessus. Enfin, vous avez les 6 faces plus une photo en perspective. Ça vaut le coup des fois pour voir certains mécanismes. Alors ensuite, ça a été... ah oui, je reviens. Ce procédé-là vous donne une photo unique, puisque c'est à base de bitume de Judée, et ce qui n'a pas été attaqué par la lumière, et le temps de pause était de l'ordre d'une journée, après on lave le bitume à l'eau, et donc ce qui reste vous donne la photo. Le procédé de Daguerre, en 1938, donc, qui consistait à fixer une image positive obtenue dans la caméra obscura, c'est-à-dire une boîte, quoi, sur une plaque de cuivre enduite d'une émulsion d'argent développée à la vapeur d'iode. Bon, mais ça, c'est de la chimie, je n'ai pas vraiment insisté là-dessus. Il y en a qui seront certainement bien meilleurs là-dessus que moi. Alors, ce qui est intéressant de se souvenir, c'est un positif direct, mais par contact. Donc, ça vous crée une inversion droite-gauche. Donc, cette image est fidèle, mais inversée, mais par contre, elle reste unique. Parce que tout ce qui constitue la photo est opaque. D'accord? Alors, ce que je vous... Non, pas d'accord. J'ai rien compris. La photo reste opaque? Non, les supports de la photo sont opaques. D'accord. D'accord. Actuellement, ton CCD sur ton appareil photo, il est opaque. Ouais. Bien. Donc, et pourtant, ça te donne des photos. Ouais. On va voir après que justement, ce qui a été la clé de tout, c'était que le support soit transparent. Je vous invite à aller voir la réalisation d'un daguerréotype, et c'est en anglais, mais franchement, ça vaut le coup d'être vu. Parce que là, d'abord,
en plus, vous vous rendrez compte qu'on voit le modèle et on voit la réalisation à la fin et on voit bien que l'image est inversée. La première photo connue donc, avec ce procédé de Daguerre, une des premières photos, c'est celle-ci. Et c'est la première fois que l'on voit un homme. Alors, on ne le voit pas beaucoup, il n'est pas gros, mais il est en train de se faire cirer les chaussures. Et en fait, comme l'exposition était très longue, c'est pour ça qu'il est resté. Parce qu'à l'époque, et à l'heure où ça a été fait, il y avait beaucoup de monde sur le boulevard, y compris des voitures à chevaux qui y étaient. Et pourtant, ça n'a pas pu impressionner. Il n'a pas changé de jambe. Ouais. La pause longue, en fait, on a commencé la photo par la pause longue. Ah oui, très longue. La révolution de 1841, c'est quoi? C'est que les temps de pause deviennent compatibles avec le portrait, c'est-à-dire qu'une personne était susceptible de rester suffisamment immobile longtemps pour être prise en photo. Et ça a été une révolution parce que ça a donné naissance à un nouveau métier, à savoir les photographes. Une photo très célèbre de Balzac en 1942. Beaucoup d'entre vous ont dû la voir parce qu'on la voit très souvent. Et on se dit, Balzac, il était comme ça. Ben non, Balzac, il était comme ça. Il avait la main droite sur le cœur. D'accord? Vous voyez la subtilité? Alors, la photo, à partir de ce moment-là, elle est en marche et elle bouillonne. Alors, pourquoi aussi? Il faut se remettre dans l'époque. Quelle est cette époque? C'est Napoléon III, c'est la reine Victoria, c'est l'Amérique qui bouge. Bref, il y a vraiment une effervescence avec une bourgeoisie qui explose et qui a des moyens. Donc, on va pouvoir avancer à partir du moment où il y a des gens qui cherchent. Et la grande invention, c'est le négatif en 1841. Et ce qui a fait que ça a été une révolution, c'est qu'on a pu multiplier les tirages. Je voudrais vous poser une question. 1860, brevet de la photoculture. Alors, je vous rappelle, vous appuyez sur votre barre d'espace. Qui connaît ce terme? Certainement pas moi. Hein. Eh bien, j'avoue avoir découvert la photosculpture. Je vais vous en parler parce que c'est quand même intéressant. Et il faut savoir que ça a eu son succès à l'époque. On pourra pas. Alors, je vous le dis pour mémoire, en 69, principe de l'autochrome couleur, c'est-à-dire que la couleur a été connue et réalisable très tôt, mais c'était difficile à faire. Par contre, on a des autochromes qui sont superbes dans certaines collections. Alors, je vais encore vous poser une question. Encore, qui ne connaît pas la photostérie? J'attends. Moi. Moi, je connais la photo stérile. Bon, allez. Alors, c'est facile hein, quand on a. Mais c'est pour vous montrer que j'ai quand même découvert beaucoup de choses. Mais ce qu'il faut surtout, alors ça, et je l'ai encadré, c'est pas pour rien, c'est l'invention de Carbut en 88 avec le film souple transparent. C'est-à-dire qu'on a quitté la plaque de verre et on est passé à un film souple, transparent. Qui dit souple dit enroulable. Donc, demain, c'est l'invention de la photo sur pellicule en 89. Alors, il faut savoir que John Carbut était déjà un employé de Eastman. Eastman avait une société qui faisait déjà dans la photographie et ce n'est que plus tard qu'il a fondé Kodak. Alors, j'espère qu'il l'a bien payé, le Carbut, parce que franchement, là, ça a été lui qui a mis, on peut dire vraiment, le feu aux poudres. Et ça, on s'approche de ce qui est notre histoire, nos souvenirs, nos premières photos. Tu n'as pas dit ce que c'était que la photosculpture ni la photosphère? Alors, la photosculpture, brevet 1860.
Quoi que c'est que ça? Un sculpteur français, François Willem, a une idée. Il va mettre dans une rotonde, sur un support. Donc, je vous ai mis en jaune ce qu'il y avait en fait en plus et qu'on voit mal sur ce dessin, parce que ça, c'est un dessin. Il y avait un pendule qui arrivait au-dessus de la tête de la personne qu'on allait photographier, non, photosculpter, pardon, et le dispositif derrière pour lui bloquer la tête, pour pas qu'elle bouge. D'accord? Quand tout est en place, on déclenche les 24 appareils photo qui sont tout autour de la rotonde, et donc on a 24 plaques. D'accord? Ensuite, deuxième traitement. Traitement de chaque profil au pantographe sur un bloc d'argile. C'est-à-dire que le pantographe qui est là, et que vous voyez, il passe derrière, on projette l'image de la personne et ça représente une tranche de 15 degrés, puisqu'il y en a 24 sur 360, n'est-ce pas? Donc là, vous avez un stylet qui va suivre le contour. Ça fait 12 degrés, mais excuse-moi. 24 fois, c'est pas 15? Attends. Pour faire 360, c'est 12, mais c'est pas grave. Ah bah, c'est 12, oui, tu as raison. Et merci. Donc là, un stylet qui va suivre le contour, et là, il y a un scalpel qui va découper le bloc d'argile avec un rapport de grandissement ou de rétrécissement dû à la façon dont on règle le pantographe. Et ça, on va le faire 24 fois, donc tous les 12 degrés, on tourne le bloc. Donc c'est un procédé qui permet… 360 par 24, c'est 15. Ah, j'ai quelqu'un qui me dit 15 là, à côté de moi. Tu l'as fait à la calculette? Non, j'ai fait à la main, 24 fois 15, ça fait 360. Non, alors donc je confirme les 15 degrés. Donc c'est un procédé fidèle, il est un peu délicat, mais industrialisable. Et ça a eu un gros succès. Ils avaient pignon sur rue à Paris à 2 endroits, je crois, où ils ont changé de… Enfin bref, ils ont vraiment eu du succès. Napoléon III et sa femme ont été reproduits par ce procédé. Mais je trouve ça… quand j'ai découvert ça, je suis resté un peu scotché, j'avoue. Alors c'est lui, c'est sa propre photosculpture, François Willem. Si vous voulez en savoir un peu plus, parce qu'il y a l'histoire, comment ça a tourné, comment ça a vécu, comment c'est mort, ben, Wikipédia. La photostérie, alors c'est d'ailleurs 1897. C'est un procédé basé sur une chimie, puisque de toute façon, tout ce qui est photographie à cette époque, c'était de la chimie. Donc, c'est une gélatine qui réagit dans son épaisseur et qu'on pourra dissoudre ensuite pour servir de moule. Donc après, à partir du moment où vous avez un moule, vous pouvez faire en fonderie à peu près ce que vous voulez. Alors, on n'est pas obligé de faire du bronze, hein, on peut simplement faire je sais pas, moi, maintenant on ferait du plastique. Hein. Et ça a eu aussi beaucoup de succès parce que c'était beaucoup plus simple. Et la notion de relief a toujours été, je dirais, une notion prégnante. Je vous ai mis aussi en haut la possibilité d'avoir plus de renseignements. Alors, toujours dans ce même esprit de stéréoscope, de relief, la stéréoscopie a tout de suite eu beaucoup d'adeptes. Donc, c'est créé, Winston crée le premier stéréoscope. Alors, ce n'est pas le sien qui est là, c'en est un autre.
Mais en fait, ça c'est tout bête, hein. Vous prenez 2 photos rapprochées et puis vous les mettez dans un système qui vous les fait voir, un sur le droit, un sur le gauche, et vous avez la notion de profondeur qui vous est donnée par votre vision qui est stéréoscopique. Chacun sait que les cyclopes ne voient pas d'une façon stéréoscopique. Alors, c'était pas pratique pour les portraits, il fallait déplacer la chambre. Bon, ce qu'ils ont fait, des appareils doubles. Je vous assure que j'ai vu des images de double chambre, c'était énorme, gigantesque, hein. Celle que je vous ai mis là, ben, je l'ai trouvée jolie, mais bon, ça c'est déjà manipulable. Celle-là, par contre, j'aimerais bien voir ça dans la collection de Marie-France, mais on n'en a pas. Ah, s'ils veulent, ils peuvent m'en donner. Hein. Bien. Au salon de la photo, tous les ans, il y a un gars qui se balade avec son système de photo stéréoscopique. Là, il a monté 2 appareils l'un à côté de l'autre. Et je l'ai vu plusieurs fois au salon de la photo, ce gars-là. Ah oui, moi j'ai déjà vu aussi à Paris des gens qui avaient monté deux petits appareils photo côte-côte et très légèrement décalés, ce qui fait que il y avait une différence de l'épaisseur de l'appareil photo, ce qui faisait quoi 3 cm, et il faisait de la stéréoscopie comme ça. Bon, alors la stéréoscopie version anaglyphe. Philippe, Oui. pour Marie-France qui cherche un appareil stéréoscopique, en voici un. Ah, Voilà. attends, moi je peux pas. Je ne sais pas si on le voit bien. Attends, il faudrait que je reprenne. Voilà. Donc ça, c'est la visionneuse, ça. Ça, c'est la visionneuse. Tu vois? Et avec ça, tu as des plaques en verre. Attends, je vais me déplacer, puis je vais voir sur l'autre, parce que là, moi, je suis plein écran, et puis je ne peux pas tout changer à chaque fois. Mais ça, c'est la visionneuse de photo, c'est pas un appareil. Dans la visionneuse. Nettoiement, là. Oh, non, mais non. C'est justement celui qu'il ne fallait pas cliquer. Bon, c'est pas grave, hein. On peut continuer. Revenez, il y a C'est confinement. pas grave, on peut continuer. Et ça y est, il est parti ranger le perroquet, là. Mais non, là, ça y est, on t'a. Qu'est-ce qui ne va pas avec le perroquet? Alors, L'appareil stéréoscopique, c'est magnifique. ah oui, en effet. Et vraiment, l'impression de 3 dimensions, c'est extraordinaire avec ça. Visionneuse, c'est pas un appareil photo. Là c'est juste la visionneuse. Ça, c'est la visionneuse. Ouais. Ça, c'est la visionneuse. Et puis, évidemment, il y avait l'appareil à double objectif qui allait avec. Oh, bon, on a tous eu, quand on était gamin, souvent les trucs en plastique avec les bandes circulaires où tu avais ça et ça marchait très bien. Et... Tout à fait. Ah oui, les trucs. On avait une petite histoire qu'on racontait. Bon, excusez-moi. Allez, on continue. C'est d'ailleurs un stéréoscope. Voilà. Donc, c'est connu en 53. Hein. Ça a été mis au point en 91 et Louis Lumière l'a adapté pour le cinéma en 36. Alors, si vous avez des lunettes. Alors, Jean-Michel, monsieur Jean-Michel, vous appuyez sur votre barre d'espace, s'il vous plaît. Bonjour, Monsieur le Président. Oui. Alors, tu crois que ça serait pas mal de faire une adaptation dans Photoshop? J'ai regardé, il y a des tutos pour ça. Il faudrait que tu nous apprennes. Faire quoi? À faire des anaglyphes. Ah oui, on peut effectivement, en superposant les 2 couleurs et en décalant les images. Ouais, j'ai regardé. Mais il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Hein. Il faudrait prendre une version un peu améliorée parce que, bon, j'ai creusé un peu là-dedans, j'en ai vu où c'était quand même nettement meilleur. Et les films en 3D fonctionnent comme ça. Ouais. Aujourd'hui, hein, même encore aujourd'hui. Ouais, il y a ça. Alors celui-là, par exemple, il est terrible. Vu avec les photos, je vous assure que les tuyaux, ils sortent. Hein. Bien, ben, de toute façon, vous pourrez éventuellement… au fait, pour Monsieur le Président, sachez que si on achète des lunettes anaglyphes en quantité, on peut en avoir à peu près une 50aine pour une 20aine d'euros.
On va acheter un stock alors. Hein. Ouais, hein. Non, mais ça serait bien. Il y a une idée à faire là pour le club, je crois. C'est marrant. Surtout sur Alors, quand on arrive à la plaque de verre, eh ben, on a une chambre. Et on prend toujours son pied avec une chambre, non? Regardez donc. Donc avant, on avait ça. Eh bien maintenant, on a ça. Est-ce que certains ont une idée du prix d'une chambre comme ça? C'est un produit suisse, hein? C'est une chambre en ville ou à la campagne? Ah, non, avec vue sur mer, hein, crois-moi. Quelques dizaines de milliers d'euros. Ouais, 6 000 euros. Et vous n'avez pas l'objectif, ni le pied. Ouais, mais bon, hein, quand on aime, on compte pas. Donc, on fait toujours des photos à la chambre, ça existe. Ça fait des belles photos. Ah, superbe. Superbe. Ça, tu peux les agrandir, celles-là. Hein. Moi, j'en ai une de chambre. Non, mais chérie, je t'en prie. Là. Ah oui, non. Ma femme est en train de parler de sa chambre. J'en ai une de chambre. Alors, ça explose vraiment en 89 avec la pellicule. Donc, la pellicule, ça veut dire quoi? Alors, oui, je vais faire d'abord une digression par rapport à ça. Je ne pouvais pas ne pas parler de l'image animée, et parce que l'homme a toujours eu envie de l'animer. Hein, avant la photo, il y avait les lanternes magiques, il y avait des tas de trucs où on faisait bouger. Les ombres chinoises, c'est ça. Le zoetrope, là, que vous avez sous les yeux, c'est ça. Donc, avec l'avènement de la pellicule, en parallèle, va naître le cinéma. Alors, c'est pas les Frères Lumière qui ont fait vraiment le premier film. C'est pas vrai. C'est, comment? Je l'ai noté là, Edison. Edison a fait des films en boucle. Et il projetait ça dans des machines où on mettait des sous. Et alors, pour la petite histoire, dans ces machines où il y avait certains films, il y en a qui ont été détruits par ceux qui avaient payé pour voir, parce qu'ils étaient horrifiés de ce qu'on pouvait y montrer. Je vous laisse imaginer quoi. Bien. Ah là là. Ça mène toujours le monde, ça. Alors, je vais vous montrer un petit truc. Jusqu'à présent, on a parlé de jouets optiques, parce que dessiner une suite d'images, ça va, mais avoir une suite de photos, c'est une autre paire de manches. Parce qu'à l'époque, photographier 24 images par seconde, ou même 10, ou même 2, c'était mais alors très compliqué. En 1878, un gars a réussi à faire cet exploit, photographier le mouvement d'un cheval à l'aide d'appareils comme celui-ci. Le photographe britannique Edward Muybridge aligna 12 appareils photo. Non, 24. Les ficelles sont tendues perpendiculairement à la trajectoire de la course et c'est le cheval lui-même qui déclenche les prises de vue. Pour la blague, ce n'était pas pour faire un nouveau jouet ou inventer le cinéma, mais cette expérience a été faite suite à un pari, à savoir si un cheval avait, oui ou non, les 4 pattes en l'air durant le galop. Ah non, il faudrait peut-être que ça avance quand même. Hop. Alors, je pense que beaucoup quand même connaissaient l'anecdote du cheval qui décolle, parce que c'était quand même connu. Mais là, ce qui est intéressant, là, c'était de voir comment ils ont fait. Donc, une pellicule aux multiples formats. Vous allez voir, là, il n'y en a que 10. Et je ne suis pas sûr qu'elles y sont toutes. Il y en a une qui est restée très célèbre, c'est celle-là, la 120 gros trous. Parce qu'elle était dans les... Il y a quelqu'un qui a laissé son micro ouvert, il y a du Larsen. Donc, celle-là,
C'est ce que j'ai vu charger, moi, dans mon enfance, dans les appareils que vous verrez après. Si vous voulez plus d'informations, ben vous irez voir là. On parle de beaucoup de choses, de chimie. Donc, à partir de la pellicule, la photographie sliver, pourquoi? Ben parce qu'on est capable de charger son appareil soi-même en plein soleil. Mais ça n'a pas été tout de suite. Ça n'était qu'à partir du moment où on a mis une pellicule de papier opaque en même temps qu'il y avait la pellicule photosensible. À partir de ce moment-là, on a pu charger les appareils en extérieur. Et ça a complètement libéré les personnes qui les utilisaient. On est sorti. Oui? Qui a parlé? Alors, je vous ai mis cet appareil photo-là plutôt qu'un autre parce que c'est celui qui a vraiment bercé mon enfance. J'ai vu prendre beaucoup de photos, c'était ma marraine qui m'a élevé, et qui utilisait ce type d'appareil-là. Il n'y avait aucun réglage. Elle appuyait sur le bouton et c'était tout. Et comme elle me disait, je me souviens très bien, bah, c'est de l'instantané. Alors, je ne sais pas si c'était du centième, du 200e. C'était la vitesse d'obturation du ressort qu'elle armait quand elle tournait la pellicule. Il y avait plus sophistiqué, mais ça prenait moins de place. Ça pouvait rentrer dans une poche, c'est ce qu'on appelait les foldings. J'ai pas dit les foldings, hein, folding. Alors, je vous ai marqué cet appareil parmi les autres. Pourquoi? Ben déjà, 1909, il est quand même vieux. C'est le premier à utiliser la pellicule 35 mm du cinéma. Et on voit bien que là, les deux mondes se côtoyaient, s'interpénétraient. Et en plus, eh bien, ce film, c'est l'ancêtre de notre 24-36. Là, les épreuves étaient du type 18-24. Et c'était projetable comme des diapos. On pouvait faire aussi du tirage papier. Un flash au-dessus? Non, c'est le réticule. Alors, tu vas voir. Ce qu'on voit là, c'est la publicité. Et ça, c'est ce qui a été vraiment fait. Et c'était en fait, il y a eu des modèles avec un réticule de visée au-dessus. Ça a été produit jusqu'en 1932, je crois, quelque chose comme ça. Et tu faisais quand même 100 vues. Hein. D'ailleurs, c'est marqué dessus. Quand tu dis qu'on pouvait projeter, ça veut dire que ça faisait l'équivalent de diapositives? Ouais. C'est ce que j'ai lu. Hein. Alors, la photographie se libère. Et qu'est-ce qu'on peut trouver? Ah, ça c'est mythique. Franchement. Alors là, je vous l'ai mis dans les deux positions. C'est-à-dire que fermé, c'était comme ça. Vous vouliez prendre une photo, vous tiriez dessus. Ça armait la pellicule et en même temps que l'obturateur. Et vous n'aviez plus qu'à prendre la photo. Et la photo était pas mal d'une bonne qualité. Et vous voyez ça dans le James Bond, hein, bien sûr. Ça, c'était. Il y a eu des pays de l'Est où ce type d'appareil photo était interdit. Bah oui, quand même. Hein. C'est pas le Minox, tout ça? Non. Si, ça, c'est un Minox. Non, c'est pas le Minox. C'est un Minox. Un Minox. Si, c'est la marque Minox. Alors, pourquoi je vous ai mis celui-là là? Bah, il fallait bien que j'en prenne un. J'ai pris celui-là de 75 parce que c'est la première fois que la lumière était mesurée derrière l'objectif. Et puis, c'est vraiment un appareil, entre guillemets, moderne. Alors, la pellicule, ben, on l'a mis à peu près à toutes les sauces. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un certain format dans une certaine boîte, eh bien, vous êtes prisonnier de ce que vous avez choisi. Une fois que vous achetez un appareil Kodak disque, bah, vous pouvez mettre que des disques.
Une fois que vous avez acheté un Instamatic, ben, vous pouviez mettre que du 28-28. Là, je ne sais plus comment il s'appelait l'appareil. Enfin, bref, vous voyez que à tout ça, à partir du moment où vous avez un format, vous êtes propriétaire, vous avez des brevets, et bref, vous êtes dans une industrie qui rapporte pas mal d'argent. Le format APS là que vous avez n'a pas eu un gros succès, il n'a pas eu le temps en fait, parce que Kodak commençait déjà à péricliter lorsqu'il est sorti ça. Il était pas exsangue, hein, mais bon, ça n'allait pas fort. Là, je vous ai pris une photo de la collection Marie-France. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais Marie-France est une économécanophile. C'est pas une maladie grave, mais bon, c'est une maladie, mais ça se soigne, mais ça prend beaucoup de place. Comment ça, ça prend beaucoup de place? Ça prend beaucoup de place. Économécanophile. Hein, comment? Comment tu dis? Oui, c'est ça, c'est collectionneur d'appareils photo. Mais je prends pas. Donc là, je vous ai mis deux appareils photo de la collecte qui, tous deux, se chargent avec du 24-36, enfin de la pellicule classique que vous avez là. Mais regardez bien celui-là, sa fenêtre est verticale, celui-là, sa fenêtre est horizontale. Donc là, vous faites une photo 24-36 classique, et là, ben, vous faites une photo, je dirais, pratiquement APS-C, c'est-à-dire la moitié. 18-24. Alors, ce qui est marrant avec cet appareil, quand vous le tenez horizontal, vous faites une photo verticale, et quand vous le tenez vertical, vous faites une photo horizontale. Et il s'appelle ALF, c'est un Fuji, et il s'appelle ALF demi. Ah, une de mes plus belles découvertes. Qui c'est qui connaît les appareils photo afghans? Les Afghans. À moi. Alors, monsieur, madame Ruellan, oh là 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 là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appuyé sur ma barre d'espace, mais moi, ça fait aussi défiler. Voilà, bon, ben, c'est bête parce que maintenant, il n'y a plus. Voilà, l'appareil photo afghan, c'est ça. Et Daniel, on en a vu au Portugal. Mais on ne savait pas ce que c'était. Et moi, je sais que je n'ai pas réagi, je n'ai pas pris de photo de ça. Ah oui, tu m'as demandé si j'avais pris la photo, effectivement. Ouais, mais je ne me souviens pas, ouais. Et c'est bien parce que franchement, c'était ça. Cet appareil photo, ce n'est pas uniquement afghan. Hein. On en trouve en Crète, en Grèce. Non, mais c'est un appareil photo des rues. C'est le photomaton des rues. Photomaton des rues. Même à l'intérieur de la boîte, là. Attends. Oh, ben, il ne va pas me bouffer mon truc, non, c'est pas vrai. Donc, comment ça marche? Ben, c'est une boîte où il y a tout. À l'intérieur, vous voyez que vous avez des bacs, un bac pour le révélateur, un bac pour le fixateur. Là, vous avez une plaque qui... faut pas que je clique. Une plaque qui bouge. Et là, on met une pince, une fois qu'on a trouvé le réglage, pour pouvoir le retrouver. Ici, vous avez une trappe et au-dessus, un œilleton pour pouvoir voir ce que vous allez faire quand vous développez. Et là, un gros manchon qui va vous permettre de manipuler à l'abri de la lumière en passant un bras là-dedans. Donc, le principe, vous mettez, donc tout ça est enfermé en prenant dans une boîte qui en général est mise là, une pellicule que vous collez de ce côté-là. Hein, je ne sais pas si on voyait bien ce que je veux faire. Voilà. Vous regardez ici où vous avez un trou. Il y a un trou de l'autre côté. Sur le dépoli. Et vous faites la mise au point. Alors, non. Vous me faites d'abord la mise au point. Vous calez tout. Et ensuite, vous manipulez pour venir mettre
la pellicule photosensible. Ensuite, alors, donc, vous faites la prise de vue, c'est-à-dire vous enlevez, ça se fait au bouchon, hein, il n'y a même pas d'obturateur, au bouchon, vous enlevez, vous remettez, la photo est prise. Vous faites le tirage du négatif, donc faut récupérer ça. Donc vous allez tirer la tirette et vous allez pouvoir, en passant votre main, prendre à ce niveau-là la photo. Vous faites votre petite sauce, vous faites le négatif, et après vous retirez le négatif et vous refotographiez le négatif avec un dispositif que vous mettez devant, et vous recommencez pour pouvoir tirer le négatif du négatif, donc vous obtenez une photo positive. Et tout ça, allez, on va dire en 10 minutes. Mais ce n'est pas une pellicule, hein, c'est du papier qu'on reprend en papier. Oui, c'est du papier en papier, oui, oui. Et je vous invite à aller voir chez Vimeo, ça. Vous avez un film en français qui dure 17 minutes et franchement, ça vaut le coup. Allez le voir. Si vous voulez, vous avez aussi un autre truc au-dessus pour pouvoir voir, ça vaut le coup d'être vu. Et donc, c'est je dirais, une attraction des rues que l'on rencontre actuellement. Donc, ça se fait, c'est vraiment pour le fun, quoi. Par contre, chez eux, en Afghanistan, ben, c'est parce que ça permet de faire des photos dont ils ont besoin alors qu'ils n'ont rien. Le numérique naît en 69 avec le capteur CCD. S'il n'y avait pas de capteur, ben, il n'y aurait pas de photo actuellement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? En 75, un ingénieur de Kodak, Stevenson, donc il crée un proto. Et franchement, ça c'est l'image même d'un proto. On prend des bouts, on a une idée, on met des fils et on fait en sorte que ça marche. Et ça a marché, ça pesait un peu lourd, 3,6 kg. C'était pas terrible au point de vue de la définition, 100 points par 100 points. C'était du noir et blanc et il fallait un écran de télévision pour voir le résultat. Et ça s'enregistrait en 23 secondes. Bon, c'est vraiment un proto. Mais Kodak n'y croit pas. Enfin, pas encore, il a bien été obligé d'y croire. Mais alors, on est en 75. On peut penser pourquoi ils n'y ont pas cru. En 76, Kodak vend 85% des appareils photo et 90% des pellicules aux USA. Et c'est quand même de loin, à l'époque, le marché le plus porteur. Donc, mondialement parlant, je n'ai pas mais Kodak, ça devait représenter peut-être bien 50 ou 60% du marché. Donc, ils se disaient, bon, hein. Et ouais, mais Sony y croit et commercialisera le Mavica en 82, c'est-à-dire 7 ans plus tard. Il y a de quoi réfléchir là quand même. Alors, une niche, le développement instantané. Polaroid commercialise le développement instantané. Excusez-moi, je vais boire un petit coup pour m'éclaircir la voix. En 48. Et l'ingénieur de chez Polaroid qui a fait ça a commencé à y penser en 42. Et pourquoi? Eh bien parce qu'il avait une petite fille de 4 ans qui le tannait. « Papa, pourquoi qu'on ne voit pas la photo tout de suite ?» Elle le disait certainement en américain, mais ça devait être ça. « Papa, je veux voir la photo tout de suite. » Et comme c'était un bon papa, il a cherché et il a trouvé. Mais c'est pareil, il a fallu qu'il se batte au sein de sa société pour faire admettre l'idée. Et c'est sorti en 48. Et là, vous avez une des panoplies de Polaroid qui ont existé. En particulier, je ne sais pas si vous, mais moi, par exemple, celui d'en bas à droite, je me souviens avoir eu des photos d'identité faites avec ça. Ce système à 4 simultanés
J'ai vu tout à l'heure au musée de la photographie française un appareil qui lui en faisait, je crois que c'était 16 en même temps sur plaque. Donc c'est une idée qui est vieille comme le monde, ça. Donc le Polaroid couleur est sorti en 63. Alors pourquoi Polaroid pratiquement il l'a pas toujours, enfin il a eu un gros monopole, c'est parce qu'en 86 il a gagné son procès contre Kodak qui avait un peu trop copié ce qu'il avait fait. Donc Kodak a acheté l'éponge et n'a plus fait de Polaroid. Alors évidemment, ça vient concurrencer le numérique. Quoique, il y a une niche, le Pola Sauce Fuji. Alors Fuji a repris ça en 98 et a proposé ce genre d'Instax. Mais ça marche. Et actuellement, ça se vend toujours. Ou alors, vous avez ça. Alors ça vaut 50, 60 €, je crois. Par contre, ça en vaut 200. Ce sont des packs, une petite boîte que vous mettez là-dedans. Hein, je vous l'ai mis en blanc pour représenter comment ça marche. Ça s'ouvre là. Là, ça doit être pour mettre la pile, c'est tout. Et là, vous avez tous les réglages. Et alors ça marche très bien en Corée, au Japon, dans tous les pays asiatiques. C'est très fun. Très fun. Alors, je vous ai mis aussi un lien. Alors, c'est leur pub chez Instax, mais c'est quand même intéressant à lire. Hein. Alors, à partir des années 2000, on peut dire que le numérique, ça commence à pas si mal marcher et que ça décolle avec le Ricoh. Bon, alors, je vous ai présenté celui-là, j'aurais pu vous en présenter des tas d'autres. C'est l'époque à partir du moment où vous avez une certaine envergure industrielle, vous pouvez prendre des morceaux à droite, à gauche, les assembler et faire un appareil photo. Et ils s'en sont pas privés, il y a eu des tas de marques qui se sont lancées là-dedans. Ça marchait ou ça marchait pas, il y en a quand même beaucoup qui ont laissé des plumes, beaucoup se sont fait racheter, mais ça marche. Ça s'est développé. Alors après, maintenant, c'est la course. Hein. Alors, c'est la course au pixel, à la mise au point automatique, à la puissance de traitement, au tout automatique, à la reconnaissance des yeux humains, voire des animaux maintenant, au nombre de collimateurs hein, et au mode d'emploi de plus de 600 pages. Bien, écoutez, on est en plein dedans, on connaît. Alors, les hybrides. Qu'est-ce que c'est qu'un hybride? Un hybride, c'est un réflexe qui a maigri. Je vous ai mis la côte-côte, la série des Nikon, à côté d'un 850. Vous mettez un 750, un 550, c'est pareil, hein, c'est les mêmes boîtes, hein, à peu près. Hein. Par contre, celui-là, il est quand même nettement plus petit. Et je voudrais faire voir quelque chose. Si vous mettez les capteurs, qui sont les mêmes, enfin, je ne dis pas que technologiquement, c'est rigoureusement les mêmes, mais c'est la même dimension, vous voyez bien que Nikon a quand même considérablement élargi sa bague. Ça, c'est un choix très audacieux. Ils auront raison, ils auront tort, c'est l'avenir qui leur dira. Parce que changer sa bague, ça veut dire prendre de gros risques vis-à-vis de ceux qui sont de la marque. Parce que tous les objectifs, alors évidemment, ils ont prévu une bague d'adaptation, ça marche, mais c'est déjà, elle est assez chère, mais ça rallonge encore l'objectif, ça alourdit, etc. Enfin bref, c'est pas génial. Par contre, ils se sont prévus, vous voyez là, vous avez, je crois que c'est 15, je ne sais plus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, non, il y a 10 contacts et là, il doit y en avoir que 8. Enfin bref, ils ont mis encore plus de contacts au cas où. Ça permet de faire des évolutions futures. Alors, j'ai essayé de faire une comparaison. Je vous ai mis un hybride
en dessous d'un réflexe et je les ai mis dans le même plan focal. C'est-à-dire que là, vous avez le CCD. Bon, ben, on voit tout de suite, on a supprimé tout ça, le prisme, le miroir, le système pour, le système pour la mise au point, qui n'est plus pas, alors je ne sais plus si on passe du déphasage, enfin il y a un système qui ne nécessite plus ce système-là. Et en fait, c'est l'intelligence artificielle qui supplée tout ça. Alors, dans tout ça, les smartphones. Il y a de plus en plus d'intelligence artificielle qui gomme les défauts des petits capteurs. Alors, on multiplie les capteurs et on les associe. Et on calcule. Alors, là, je vous ai montré quelque chose qui, moi, m'a un peu scotché. Quoi, je savais que ça existait dans le principe, mais pour les téléviseurs. Maintenant, je vais vous montrer que ça existe aussi pour les smartphones. Regardez. Qu'est-ce que ça donne? Alors déjà, en fait, il faut savoir que le smartphone, il peut passer d'une diagonale de 6,7 pouces, c'est déjà assez grand, hein, à une diagonale de 7,4 pouces. C'est presque un format tablette, en quelque sorte. D'ailleurs, là, vous pouvez voir la comparaison avec un Galaxy Z Fold 2 déplié. Et on peut voir que le modèle d'Oppo, il a un écran qui a l'air à peu près similaire au modèle de Samsung, mais l'écran, il est quand même plus haut et plus étroit. En ce qui concerne le confort en main, l'appareil, quand il est en format smartphone, eh ben, il m'a surtout fait penser à une sorte de grosse tablette comme un Galaxy Note 20 Ultra ou un... Bon, je vous ai montré ça pour le fun. Je ne sais pas si tout le monde savait ça, mais moi, là aussi, j'ai découvert. Je ne savais pas qu'on en était déjà là. À dépasser, maintenant, on a des smartphones qui vont être enroulés. Oui, c'est tout à fait logique. C'est tout à fait logique. Moi, j'y ai pensé. Ça va finir comme un cigare qu'on aura dans la poche. Oui, il est gentil, ce monsieur, mais bon, top. Alors, à quoi est-ce qu'on doit s'attendre? Il y a quelqu'un qui vient de le dire, hein, à tout. L'avenir est granuleux, mais à probablement des choses assez probables. Une plus grande symbiose entre l'intelligence artificielle des smartphones et celle des boîtiers. Ils se causent déjà actuellement. On peut télécommander, par exemple, je peux télécommander mon 750 à partir de mon smartphone. Ça se fait couramment maintenant. Mais je pense qu'ils vont de plus en plus partager. Alors, est-ce qu'il y aura plus d'intelligence encore dans l'appareil photo, on n'aura pas besoin de smartphone? Je ne sais pas. Ça va. Il peut y avoir des accords, mais enfin bref, ça se cause. Un truc sûr, la suppression de l'obturateur mécanique. C'est la seule pièce mécanique qui reste dans un appareil photo avec le diaphragme. Et puis le mécanisme pour faire bouger les lentilles. Mais l'obturateur, c'est certainement le plus délicat. Ça, on peut le supprimer, on le supprime déjà, il y en a qui n'en ont pas, mais il y a des risques de rolling shutter. Alors, le rolling shutter, c'est les images qui sont déformées parce qu'elles sont prises à un moment où l'image s'étire, en fait. Pour pas qu'il y ait de rolling shutter, il faudrait qu'on puisse lire simultanément toutes les lignes de la matrice. Alors, on ne sait pas encore le faire. Théoriquement, on sait. Mais enfin, on n'a pas encore les circuits qui réagissent pour pouvoir le faire à un prix abordable. Mais ça viendra. Alors, ce qu'on peut certainement penser, c'est les lentilles variables. Les lentilles variables, ce sont des lentilles qui réagissent à un champ électrique et dont on peut faire varier la courbure. Alors, ça a un inconvénient, c'est que c'est valable pour une certaine focale. On ne fait pas encore des zooms avec ça, mais théoriquement, c'est possible. C'est possible. Il y a une autre perspective, c'est les capteurs incurvés, c'est-à-dire en forme de lentilles courbées. C'est un brevet français et c'est une start-up française qui a inventé ça et apparemment ça résout certains problèmes de convergence sur le plan focal et ça simplifierait beaucoup les objectifs.
Par contre, là, c'est pareil, ça ne permet pas une focale variable. Mais bon, ça peut évoluer. Alors, si vous voulez voir des perspectives, ben, vous pouvez aller voir là. Alors, les fils à la patte du photographe d'hier et d'aujourd'hui. Eh bien, quand on est dans une marque, ben, le fil à la patte, c'était le format des négatifs. Si c'était l'appareil photo 24-36, là, c'est ce qu'il y a eu de plus universel. Une nouvelle pellicule sortait, vous n'étiez pas obligé de changer votre appareil photo. Maintenant, les cartes mémoire, c'est pas pareil. Les cartes mémoire évoluent et elles commencent à évoluer de façon qu'il va falloir avoir un lecteur de ces cartes qui puisse les utiliser. Et tous les appareils ne vont pas utiliser toutes les cartes mémoire. Alors, le plus gros fil à la patte que l'on a avec nous, avec les objectifs, c'est le couplage entre l'objectif et le boîtier. J'en ai déjà parlé tout à l'heure par rapport à Nikon qui vient justement de changer sa bague. Ce qui nous a énormément piégé, et alors là, Marie-France a une collection qui est née certainement de ça, c'est la source d'énergie. Vous avez un appareil, il avait des piles, c'était bien. Les piles, c'était le début. Après, ils ont dit, ah non, on va mettre des accus. Et chacun, dans chaque modèle, y compris dans la même marque, a fait des accus différents. Et au fur et à mesure, les accus, ça s'use. Et au bout d'un certain nombre d'années, les accus, on ne les fait plus. Et votre appareil photo n'est plus utilisable alors qu'il fonctionne très bien. Ça, comme fil à la patte, c'est merveilleux. Ils nous ont eu là, franchement. Alors, j'ai tenu en 1 heure. Je suis à peu près content de ce que j'ai fait. J'ai à peu près dit tout ce que je voulais dire. Alors, je vais vous donner un lien à lire pour rire. Et je ne vais pas vous en dire plus. Ce lien, c'est ça. Et son titre devrait vous allécher. Mais je vais quand même vous dire qu'il y est question de hold-up, de jus de citron, d'un mont stupide, d'une vallée du désespoir, d'un plateau de durabilité et de notre pratique de la photo. Voilà, ben, j'ai fini pour ce soir.